Laurent Capella, vous êtes docteur en droit international des droits de l'homme et ethnopsychanalyste. Vous allez parler du syndrome d'Ulysse. C'est un syndrome lié au traumatisme du déracinement parce que ce n'est pas effectivement une migration choisie. Elle est subie et ça n'est pas son traumatisme. Bonsoir ou bonjour, comme vous voulez. Je fais partie de cette ville de Cergy pendant plusieurs années. Mais en même temps, je voulais remercier les organisateurs qui m'ont permis d'être parmi vous dans cette salle qui s'appelle le visage du monde. Et le visage du monde me renvoie à Lévinas, que j'aime beaucoup, parce que lui, il nous renvoie à voir à l'autre un autre soi-même. Alors, tout à l'heure, j'aurais pu vous dire, mesdames et messieurs, mais à l'image de Lévinas, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs. C'est une histoire d'une rencontre avec un psychiatre, le docteur Achotegui, un espagnol. Et c'est parce que aussi moi-même, je suis migrant en France depuis presque 38 ans, avec toutes les galères qu'un migrant peut avoir. J'ai laissé une famille, des amis, d'autres sont vivants, certains sont décédés. Solange nous a parlé tout à l'heure de cette région de l'Est, de la République démocratique du Congo, mais en même temps, il y a des victimes aussi dans toute la République démocratique du Congo. Et j'aurais pu ne rien écrire et vous parler de mon histoire et on retomberait toujours dans le syndrome d'Ulysse. Mais ce n'est pas moi qui suis important dans l'histoire. Parce que moi, au fond, j'ai roulé ma bosse, j'ai souffert dans ces pays, mais aussi j'ai pu gagner quelque chose de formidable dans ces pays que j'aime, qui est devenu, au fond, mon pays d'adoption. Finalement, je ne sais même plus si je suis de là-bas, si je suis d'ici, parce qu'au fond, on va le voir, quand on est migrant, on n'est plus de là-bas, et quand on est ici, on n'est même plus d'ici, parce qu'on ne nous considère pas comme on est d'ici. Voilà, donc on est dans cet entre-deux qui font que souvent nous sommes complètement désaxés. Alors, j'ai butiné, j'ai cherché, quand on parle des docteurs en droit de l'homme, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ce n'était qu'une recherche personnelle pour aller au plus profond de moi, pour savoir qui j'étais, pourquoi j'ai quitté mon pays, avec une famille intelligente, une famille aimante, avec des frères et sœurs que j'aime. D'autres sont décédés. Pourquoi on quitte comme ça son pays où on a tout, finalement tout? Comment peut-on laisser ce monde? Quand j'entends Solange, Bukavu, c'était le paradis. Hein? C'était le paradis. Voilà. Donc, comment un homme peut laisser sa famille 38 ans et décider un jour d'aller ailleurs, comme si le derrière n'existait pas? Voilà. C'est ça, ces questionnements qui m'ont amené à faire cette thèse en droit international des droits de l'homme sur la problématique des droits de l'homme dans l'Afrique des Grands Lacs. Et les Grands Lacs signifient le paradis perdu. Le paradis perdu. Donc j'ai fait cette thèse, mais ce n'était pas de tout repos puisque j'étais travailleur. J'ai été balayeur, j'ai été ouvrier, j'ai été tout ce que vous voulez, j'ai été commercial, voilà, tout en travaillant. Et puis après, un jour, j'ai décidé de quitter mon emploi quand j'ai obtenu ma thèse. Aux grandes dames de mon employeur qui a dit que mais tu es un fou, on ne quitte pas son emploi, surtout que j'ai travaillé déjà à l'époque 18 ans dans cette entreprise. Mais pour moi, je savais qu'il fallait faire quelque chose. Donc j'ai fait cette thèse, je l'ai obtenue, j'ai quitté mon emploi, j'ai créé un centre médical
je ne suis pas médecin, je vous l'ai dit, pour comprendre pourquoi je suis arrivé au syndrome d'Ulysse à Kinshasa pour aider les personnes qui souffraient de santé mentale. Mais là aussi, c'est une histoire. On ne fait rien par hasard parce qu'il y a aussi une histoire familiale. Certainement que maman, qui souffrait beaucoup de l'absence de son mari qui travaillait à travers le pays, c'était compliqué pour elle. Je suis allé au Brésil pour aller comprendre comment est-ce que dans des favelas, on peut travailler avec des personnes qui n'ont rien. Mais quand je dis rien, rien du tout. À Bébéribé, j'ai été bluffé de voir comment est-ce que des gens de peu peuvent vivre en fraternité et sans état d'âme dans la joie. Donc j'ai fait le parallèle avec les migrants. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au pays, en Afrique, au Mali, partout, les gens sont en difficulté. On a vu avec notre sœur qui nous a parlé de la Libye, des gens qui sont complètement en dehors, violés en route et tout ça. Mais comment on fait pour s'en sortir? C'est la partie résilience. Donc je me suis dit que moi, finalement, je pense que j'ai roulé ma bosse, je suis un peu content. Et ça ne se voit pas parce que je n'ai pas de cheveux, mais sinon, ils sont déjà tout blancs. Et donc, je me suis dit qu'il faut que je fasse une transmission par rapport aux jeunes migrants qui sont ici, dans ces pays, pour que je transmette un peu mon expérience de migrants, tout simplement. Non pas de docteur en droit international des droits de l'homme, mais c'était pour transmettre mon expérience que je pense positive, parce que je sais qu'il y a des clés pour vivre ici ou là-bas. C'est cette expérience que j'ai accumulée, mais qu'il fallait un peu ordonner. Et c'est la raison pour laquelle je poursuivis une analyse personnelle pendant plusieurs années, en psychanalyse. Je ne suis pas encore, donc il faut rectifier dans les documents, puisque c'est à la fin de l'année que j'obtiens ma certification comme psychanalyste à l'Institut de psychanalystes à Bordeaux. Donc c'est difficile de faire le lien Paris, Bordeaux chaque fois, et c'est compliqué. Pour l'instant, je travaille à Caritas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Secours catholique, mais rassurez-vous, je ne suis pas ici pour vous parler de Secours catholique, surtout, promettez-moi de ne pas dire que je suis venu intervenir au nom du Secours catholique. Donc je ne suis pas là pour le Secours catholique, c'est vraiment une démarche tout à fait personnelle, en tant que citoyen, que j'ai répondu à l'appel parce que je pense que c'est important de partager avec vous cette option du syndrome d'Ulysse et de l'autre côté de la résilience. Alors, là je vais m'arrêter puisque j'ai essayé de vous parler sans notes, mais il est question de syndrome d'Ulysse. C'est un voyage. Et j'ai fait plusieurs formations à Paris, je continue encore. Et récemment, le professeur Thomas de la faculté de Lille m'a demandé qu'il fallait approfondir cette histoire du syndrome d'Ulysse parce qu'en France, on ne parle pas assez de syndrome d'Ulysse. Et pourtant, on parle de situations post-traumatiques. Ce qui fait que c'est à peu près la même chose, mais le syndrome d'Ulysse, c'est un peu particulier. Je ne vais pas m'amuser parce que je ne suis pas un expert, mais je ne suis qu'un facilitateur des choses. J'aime bien donner quand je bitune quelque chose, quand j'apprends quelque chose, j'aime bien donner aux autres. C'est pourquoi vous me permettrez de vous lire très vite. Voilà. Madame V a quitté la Guinée pour sauver sa fillette de 2 ans de l'excision souhaitée par son père, confiant son fils à une tante. Sur son parcours migratoire, à travers le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, elle a vécu le pire, jusqu'à être réduite à l'état d'esclave sexuelle en Libye et à perdre sa petite fille morte après être tombée malade. Embarquée sur un canot gonflable, elle gagne finalement l'Italie en proie à des angoisses abyssales. Est-elle séropositive? Reverra-t-elle son fils? Que se serait-il passé si elle n'était pas partie? Où aller maintenant?
Une fois en France, elle se retrouve d'abord à la rue, puis est hébergée au centre pour femmes et familles d'Ivry, où envahie par la peur et les cauchemars, elle est orientée vers une psychiatre de Médecins du Monde avant de devoir interrompre sa prise en charge presque du jour au lendemain pour partir vers un centre d'hébergement en Alsace. Il ne reverra plus la psychiatre. Un parcours migratoire jalonné de violences. Combien donc sont-ils ces migrants qui, comme Madame V, sont en grande souffrance psychique? Dans un rapport conjoint publié le 19 juin, Médecins du Monde et Primo Levi estiment que la santé mentale des exilés constitue un véritable enjeu de santé. En 2017, une étude publiée par le COMED, un centre qui vient en aide aux exilés, révélait que 62% des personnes accueillies avaient été victimes de violences, 80% de tortures et 13% liées au genre et à l'orientation sexuelle. Parmi les personnes reçues en bilan de santé, 16,6% affichaient des troubles psychiques graves. Pour Daniel Breillet, psychiatre à Médecins du Monde, ces troubles dérivent d'un parcours jalonné de violences. La première des violences se situe dans le pays d'origine, d'où ils sont rejetés pour des raisons diverses, conflits interethniques, violences intrafamiliales, décès d'un parent. Dans tous les cas, ils sont confrontés à l'impérieuse nécessité de partir et souvent ils partent sans savoir où aller. La traversée de la Méditerranée, on vient de le voir, avec ses risques de noyade, représente un nouveau traumatisme. Puis, une énième étape, une fois en France, loin de se reposer, ceux qui se retrouvent dans la rue vivent une nouvelle épreuve en faisant l'expérience de l'extrême précarité, se demandant sans cesse où ils vont dormir, manger ou se laver. Porte de la Chapelle à Paris, ils sont poussés par les forces de l'ordre, parfois gazés, quand cela ne va pas assez vite, et c'est une troisième violence, ils ont peur d'être renvoyés. Enfin, dernière violence, l'étape administrative. Pour avoir des papiers, le migrant doit raconter d'innommables, des choses incroyables, sidéré par son propre vécu, il n'y parvient pas toujours. Or, les rejets de la demande d'asile, que vivent 2 demandeurs sur 3, est l'une des violences les plus dévastatrices, complète ce rapport. Un peu comme si les épreuves traversées ne comptaient pas. Ces conditions d'accueil très dures finissent parfois de déborder les capacités de résilience des personnes. Elles peuvent alors développer des troubles psychiques. Sur les 500 cas de troubles graves diagnostiqués pour le COMED, 60% étaient des syndromes psychotraumatiques, 22% des syndromes dépressifs, 8% de troubles anxieux et 8% de troubles complexes. Dans les cas les plus fréquents du psychotraumatisme, la personne peut être envahie par la reviviscence des scènes traumatiques et elle va avoir du mal à être présente pour autre chose. Elle a 16 ans. Il a fui la Guinée avec sa tante, mais elle s'est noyée sous ses yeux durant la traversée en Méditerranée. Sa minorité étant contestée, il n'est pas protégé par l'aide sociale à l'enfance. Après avoir connu la rue, il a fini par être recueilli par un réseau solidaire. Il fait froid, je dors dehors, je n'ai pas d'avenir, ma vie n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi je suis là, pourquoi je vis. Je me dis que si je meurs, cela sera pareil. Madame K, d'origine congolaise, a été obligée de fuir son pays avec son enfant de 3 ans, suite aux harcèlements constants et puis agressée d'hommes en uniforme qui cherchaient son compagnon, notamment dans l'est du pays.
À son arrivée en France, Madame K décide de cacher sa souffrance et sa fragilité, de peur de devenir une proie. Elle ne raconterait à personne les séquelles de ses agressions. Déboutée par l'OFPRA, elle dépose tant bien que mal un recours auprès de la CNDA. Alors que son avocate cherche à la préparer à l'audience en la questionnant en détail pour son histoire. Madame K vit cette mise en situation comme une replongée dans l'horreur des scènes traumatiques. Une semaine plus tard, l'audience arrive. Madame K se prête à ce qu'elle appelle l'interrogatoire en répondant même aux questions les plus inattendues. La couleur des murs de la pièce où les sévices ont eu lieu, le nombre de personnes présentes. Après cette longue séance hyper réaliste, elle sort épuisée. La migration est l'une des transitions les plus radicales au cours d'une vie. L'environnement familier doit être abandonné au profit d'un espoir encore comblé. Qu'elle soit voulue, choisie ou pas vraiment, elle est un processus qui va engager la vie de l'individu et va entraîner des modifications aussi bien dans son histoire personnelle que dans l'ensemble de son histoire familiale. Dans ces phases migratoires, je voudrais vous parler quand même des phases concernant la migration. Il y a d'abord la phase euphorique. Le nouvel arrivant peut éprouver une impression de bonheur, de joie, de soulagement et la certitude presque impudique d'exister. Ça y est, j'y suis, je suis arrivé. C'est un grand ouf de soulagement, de décompression qui accompagne les nouveaux arrivants à cette terre d'accueil. Le pays de rêve, souvent entend-on dire, tout paraît grandiose. Comme dans un rêve, le nouvel arrivant a l'illusion que tout est possible durant les premiers temps de son arrivée. Deuxièmement, c'est le désenchantement. Après cette première phase, le nouvel arrivant va en effet retomber dans une réalité pesante, lourde et difficile. Tout n'est finalement pas si rose. L'accueil n'est pas celui dont il avait rêvé. L'étranger fait peur. Il rencontre parfois des réactions violentes des résidents de pays d'accueil, réactions teintées de discrimination, de préjugés, de rejet. C'est difficile, vraiment, dit-on, c'est difficile la vie ici. Dans cet effort de démystification du pays rêvé, fantasmé, dans ces constants allers-retours entre ici et là-bas, il faut essayer de trouver une place. Troisième temps, c'est l'incertitude. Pendant cette phase, les nouveaux arrivants se questionnent. Il n'est pas rare d'observer des expériences de déréalisation qui vont du « qui suis-je » à « où suis-je ». Il est ici physiquement, mais là-bas psychologiquement. Cette troisième étape peut être assimilée à celle de la migration définie par Judith Stern, psychologue clinicienne. La migration correspond à la période de transition durant laquelle le pays d'origine devient une part du passé, alors que la terre d'accueil n'est pas encore acceptée comme lieu de projection. C'est toujours difficile de se projeter, tellement c'est encore enfoui dans le soi. Durant ces temps, alors que les migrants sont déjà partis, ils ne sont pas arrivés non plus. La construction du mythe du retour dont parlait Solange, cette phase s'apparente au syndrome d'Ulysse. On y arrive. Plus connu comme le syndrome de l'immigrant, il se caractérise par un stress extrême, chronique, associé à des problèmes croissants que des personnes issues de l'immigration peuvent rencontrer lorsqu'elles doivent s'installer dans une nouvelle résidence. L'auteur donc de ces syndromes est le docteur Joseph A. Chotegui, psychiatre au Sapir. Selon lui, le syndrome d'Ulysse est une situation de stress extrême avec 4 facteurs contraignants. Le premier, c'est la solitude, parce que la personne est incapable de faire venir sa famille.
Le deuxième, c'est un sentiment d'échec, parce qu'elle n'est pas en mesure d'accéder au marché du travail. Le troisième, c'est la peur, parce qu'elle est souvent hors du système et doit faire face au fait qu'elle n'a pas toujours ses papiers en règle. L'essence de la lutte pour la survie, la personne issue de l'immigration est engagée dans le désir d'aller trouver un mieux ailleurs et les épreuves subies, on l'a vu tout à l'heure, lors de son parcours restent insupportables, souvent grâce au mythe du retour qu'elle entretient comme certificateur de son identité. On ne peut parler de résilience sans parler des capacités qui dépendent des ressources qui permettent d'équilibrer un statut vulnérabilisant. Une fois que vous avez compris que l'immigrant qui est ici, il a ces situations de stress extrême, pas de logement, pas d'emploi, le pays d'accueil est hostile, comment fait-on pour s'en sortir? Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont nés avec cette capacité de bondir. Ils ont ce pouvoir d'agir en eux, je dirais même inné. Et puis, il y en a d'autres, quelles que soient les circonstances, ils chutent, ils sont en difficulté. Alors, en psychologie, la résilience est un processus qui fait que face à l'adversité, face au traumatisme ou face au stress, des individus, des familles, des groupes humains s'en sortent, ne présentent pas de troubles psychiques, continuent à vivre comme avant ou presque, peuvent même présenter un fonctionnement psychique qu'auparavant grâce à ce que l'on désigne comme développement post-traumatique. J'ai eu la chance d'être accompagné par Boris Cyrulnik, qui est vraiment le chantre de cette résilience. Et pour moi, ça a vraiment été une grande chance de l'avoir rencontré, d'abord comme professeur, mais aussi quand on est parti au Brésil, on a été dans les favelas ensemble. C'est quelqu'un de formidable qui, si vous avez l'opportunité de poursuivre encore ces lectures, je crois que c'est quelqu'un qui peut nous aider tous, parce que le syndrome d'Ulysse, même quelqu'un du Nord, qui quitte le Nord pour aller en Marseille, peuvent subir aussi le syndrome d'Ulysse. Donc ce n'est pas que pour les migrants, en fait. Boris Cyrulnik, donc, nomme tuteur de résilience l'entourage d'une personne lui apportant compréhension et appui. Là, je voudrais insister, vous, étant que citoyen, si vous avez autour de vous des migrants, Boris parle de tuteur de résilience. On ne peut pas que parler de migrants comme si c'était des gens à part. Notre devoir de citoyen, comme on a dit tout à l'heure par rapport aux démarches du capitalisme, notre devoir de révolte, c'est de comment accepter, créer des cellules dans nos quartiers pour devenir des tuteurs de résilience avec les migrants que nous connaissons. C'est ça ce qu'il faut faire, à mon sens. Je ne vais pas obliger, mais je pense que par l'expérience, le capital de personnes, des migrants, est déjà amoindri quand ils sont ici, et avoir un tuteur, c'est vraiment une démarche de citoyenneté. Et j'ai convié la mairie, les citoyens que vous êtes, les associatifs, de créer des groupes de parole pour susciter les citoyens à être des tuteurs de résilience. Et là, vous allez voir la révolution, parce que moi, je travaille avec les migrants depuis 14 ans, et croyez-moi, j'ai vu des perles. Vous savez, quand vous avez une perle, il faut l'ouvrir. Hein, comment on appelle ça, les coquilles, là, vous ouvrez et puis vous trouvez des perles. Eh bien, c'est la même chose. N'ayez pas peur, que dirait quelqu'un. Allez à la rencontre de vos frères et sœurs migrants que vous avez vus. Il y a vraiment de perles. Je les ai vus. Moi-même, étant que migrant, je fais un pas de côté pour aller à la rencontre de ces migrants. Je vous vraiment convie de faire des cercles d'amitié dans vos quartiers. Alors,
et stratégie pour s'en sortir. Il ne me reste que deux pages, donc c'est bon. Lorsqu'une personne en migration vit une harmonie entre sa personnalité et son environnement, elle peut développer des stratégies lui permettant de s'adapter aux changements et de trouver ses propres réponses. Alors la première stratégie que j'ai remarquée dans ma pratique concernant la migration, Solange l'a dit tout à l'heure, c'est les croyances et la spiritualité. Quelle que soit notre démarche citoyenne de laïcité, auquel je crois fermement, je ne viens pas ici pour faire parler de croyances ou de religions, mais j'ai dit, si on est à l'écoute de l'autre, ce n'est pas à nous de demander ce que d'autres doivent faire ou pas. Moi, je ne suis qu'à l'écoute. J'ai observé que 80% des migrants, ce qui leur permet de tenir, c'est leur croyance et la spiritualité, peu importe la spiritualité. Donc vous, dans les quartiers, soyez vigilants de ne pas critiquer et de dire que celui-ci, il est musulman, celui-là, il est chrétien, il croit en Dieu. Ce n'est pas votre problème. C'est de lui laisser sa place par rapport à sa croyance. Moi, je pense que c'est vraiment une méthode respectueuse de l'autre. Deuxièmement, c'est le migrant connecté. On a parlé de migrants. Quand vous observez les migrants, ils sont tous avec un téléphone. C'est comme ça. En même temps, le paradoxe, c'est que dans le Bukavu, le téléphone, c'est là aussi où il y a la guerre. Et enfin, la mobilité, je pense à toutes ces femmes. J'aurais pu vous parler de mères bébés sans papier, qui ont des enfants, sans hommes, mais qui font des bébés. Je ne peux pas dire qu'ils font des bébés pour avoir des papiers, parce que c'est injurier, c'est de porter injure aux femmes. Mais néanmoins, ce sont des femmes qui ont des bébés sans papier. Et les conditions de vie sont horribles. Et enfin, une autre dynamique des migrants que j'ai observée en France, ce sont des associations. Il s'agit pour elles ou pour eux de rencontrer des personnes et entrer dans une dynamique d'engagement dans la société française. Je vous remercie. Merci Laurent Capella.